Salut tout le monde, c'est Jinji, bienvenue sur cet épisode 1 du Let's Play slash tuto de Morrowind. Il y aura pas ça sera un tuto que pendant quelques épisodes. C'est pour montrer en 2025 comment bien commencer. Donc là on est en fin 2024 au moment où je vous parle. Et en fait j'ai décidé de faire les choses en off puisque j'ai suspendu mes streams. Je suis Jinji Eldrin, je stream sur Twitch de temps en temps, assez souvent, mais dans des proportions plus petites. Je joue à beaucoup de jeux d'action et d'aventure. Les Elder Scrolls, évidemment, c'est des jeux que j'apprécie beaucoup. J'ai grandi une bonne partie de mon adolescence avec Morrowind, même si bon, ça crachait énormément. Mais n'empêche que là, on se retrouve sur ma chaîne secondaire où vous allez voir ce tuto. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur Twitch, mais j'ai aussi une chaîne principale, puisque ma chaîne secondaire s'appelle Jinji Eldrin Gaming, ça veut dire qu'il y a un Jinji Eldrin tout court. Je parle essentiellement de jeux de rôle et de fiction au sens large, et de la place de la fiction et de comment elle est agencée, ce qui fait que voilà, je parle assez bien de certains sujets, n'hésitez pas à aller voir, surtout si vous êtes intéressé par le JDR. Mais bon, tout ceci étant dit, après cette introduction un peu longue, on va aller sur Morrowind. Mais avant, je ne peux que vous conseiller de faire quelque chose avant. D'abord, je vais baisser le son, puisque le son est vraiment très très fort, pour une raison particulière. Voilà, on va commencer déjà par la base. Je vous conseille de mettre à jour Morrowind en utilisant en fait cette espèce d'application qui s'appelle Open Morrowind. Je vais vous mettre le lien en description. Vous allez voir le lien en question et vous allez suivre les indications. C'est juste qu'il vous parle de 1.47. Vous mettez juste le dernier en date. La vidéo date de 2 ans. Il est fait par Sullivan. Merci à lui. Et du coup, il vous explique très facilement comment en fait utiliser une espèce d'application de mise à niveau que je vous conseille. La plupart des jeux anciens ont des problèmes de mise à l'échelle où l'alt-tab devient difficile. Là, par exemple, j'ai fait 3 alt-tab, ça m'a posé aucun problème. Je vous conseille grandement de le faire. Ça donne des mouvements plus modernes aux animations, à la distance d'affichage, à la gestion de la luminosité, aux images par seconde. Donc, franchement, utilisez Open Morrowind. Alors, est-ce que je vais utiliser des mods? Alors, j'avais tenté d'utiliser Nexus Mode pour faire fonctionner Morrowind, sauf que énormément de mods m'ont posé problème. C'est d'ailleurs pour ça que je suis passé Open Morrowind. Ce qui fait que, finalement, je jouais une version Vanilla modernisée. Et j'ai quelques mods comme Sort de lancer, Lance à gogo qui permet... c'est des mods que vous allez trouver sur WiwiLand, si vous avez besoin d'informations. Donc WiwiLand, c'est un site pour Morrowind en français qui propose des mods. Donc Lance à gogo qui vous donne accès aux javelines. Ensuite, ça vous donne... Il y a Sort de lancer aussi. Il y a aussi un magasin qui s'ouvre dans le quartier étranger de Vivec qui vous donne accès à tous les arcs, toutes les armes à distance, des flèches enchantées et toutes les variantes. Voilà. Et le plus important, le correcteur de portée. Alors, on va déjà commencer par regarder certains paramètres. Les paramètres d'Open Morrowind, je les laisse à Sullivan. Moi, je passe directement à la phase qui est importante. Donc, alors, vous voyez, je vérifie une dernière fois, oui, ça m'a l'air bon. Alors, vous voyez, sous-titre, j'ai activé, alors il y a toujours meilleure attaque, je le laisse toujours sur désactivé. Dans Morrowind, avant, quand les gens modaient le jeu, ils vous disaient, il faut toujours le mettre sur la meilleure attaque. Je vais vous expliquer pourquoi je ne le mets pas et que je ne l'ai jamais mis depuis que je mets des mods sur toujours meilleure attaque. Il existe 3 types d'attaques. Le coup asséné, le coup vertical, le coup de taille, qui est en fait quand tu te déplaces latéralement, tu fais des mouvements horizontaux, et tu as le coup de taille, c'est quand tu avances d'avant en arrière. Comme la portée était médiocre dans le jeu de base, c'est pour ça que j'ai mis le mode qui s'appelle correcteur de portée. Une arme à une main, bah c'est une arme à une main, c'est-à-dire la dague a la même portée qu'une épée longue à une main, etc. Et les armes à deux mains avaient une meilleure portée. Sauf que c'était pas très réaliste en matière de portée. Donc, j'ai décidé de mettre ce mode-là qui corrige la portée, qui fait qu'une lance a vraiment une plus longue portée en avant, une hache a vraiment plus de dégâts latéraux, les coups assénés
sont beaucoup plus puissants venant de face, etc., etc. C'est pour ça que je ne mets pas toujours meilleure attaque. Avant, c'était compréhensible, puisque en gros, ça compresse les trois types de mouvements, et ça met automatiquement le mouvement de plus, et en fait, il suffit juste de bourriner. Ce qui manque énormément de finesse. Le truc le plus important aussi, c'est que quand il y avait ce rapport de toujours meilleure attaque, ça fait que ça lisse les dégâts, mais le truc qu'il faut retenir aussi, c'est que il y a un rapport de RNG dans le jeu. Un rapport, je vais éviter d'utiliser le terme RNG, mais en gros, quand tu tapes quelqu'un, tu touches sa hitbox, tu vas finir par, en fait, faire un jet qui va être lancé pour savoir si tu as touché ou pas la personne. C'est ce qui fait que Morrowind a des fois cette espèce de barrière frustrante d'avoir un taux d'attaque relativement nul au début. Hein, les gens qui jouaient au JDR Warhammer première édition voient un peu de quoi je parle, c'est-à-dire que tu as des chances de toucher qui sont vraiment médiocres. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu vas courir vite, tu vas sauter loin, tu vas avoir des sorts qui te permettront de l'éviter, des sorts qui te permettront de faire des grands bonds magiques extraordinaires. Et le truc, c'est que quand la difficulté va monter, vous allez être plus puissant, en tout cas en principe, et ce que ça va faire, c'est que en fait, vous allez tout faire pour que votre hitbox ne soit pas touché. D'autant plus que les ennemis ont une animation bien définie et ont un angle d'attaque bien défini. Ce qui fait que le jeu va être beaucoup plus dynamique, et avec le correcteur de portée, ça sera beaucoup plus efficace. Voilà. Par exemple, certains monstres avaient des avantages sur les humanoïdes au niveau des mouvements et des animations. Là, avec le correcteur de portée des armes, qui est aussi valable évidemment pour les ennemis humanoïdes, ça va lisser le truc et ça va être beaucoup plus facile. Donc, c'était très important qu'on passe par cette explication-là pour vous expliquer un peu de quoi il est question. Donc ça, c'est le son. Ça, c'est les contrôles. Donc, je vais juste vous faire les contrôles que j'ai l'habitude de faire. ZQSD, ça va. Vue subjective, tabulation, ça m'a l'air bien. Alors, ils ont mis un système de zoom de caméra. Donc ça, je savais pas qu'il y avait ça. Je mets l'alt gauche. Là, je vais vraiment des mouvements que je mets en FPS. Préparer arme E, préparer sort C. Activer espace. Activer espace, c'est très bien. Surtout si vous jouez en ZQSD comme moi, c'est vraiment un truc qui est très intuitif. Ensuite, précédent, sort précédent, sort suivant. Arme précédente, arme suivante. Donc, comme il y a la roulette a tendance à beaucoup déconner sur ma souris, comme beaucoup de souris au bout d'un moment. Donc moi, je mets les touches latérales de ma souris pour faire suivant et précédent. Ensuite, il y a exécution automatique, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Sauter, c'est la touche F. Repos, j'utilise les flèches directionnelles pour faire les trucs. Il y a la console. Il y a d'autres menus qui se sont activés, donc je connais pas tous les trucs, voilà. Après, la sensibilité de la caméra. Alors, si la barre est mise à l'échelle, je crois que ma sensibilité, elle se trouve là. Ensuite, vidéo, on a fait. Synchronisation verticale, le gamma. C'est vrai que j'aime bien avoir un bon gamma quand même. Le champ de vision. Ah, c'est le FOV qui a été rajouté. Le FOV 60 est plutôt pas mal. Donc on va laisser. Ensuite, j'avais vu les trucs pour l'eau. Tac, tac. Couverture végétale. Ah non, on met à acteur, c'est ça qu'il avait dit. Et parse, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Source lumineuse, limite 32. C'est le nombre de lumières que peut gérer le jeu. Et puis, me semble-t-il que ça sera tout. Voilà. Ok. Bien. Alors, comme j'ai perdu toutes mes parties pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, enfin ma chaîne Twitch, je suis obligé de recommencer tout à zéro. Ah ok, ça m'a fait peur pendant un instant.
Ah ouais, c'est très fluide, hein. Moi, je vais éviter de toucher à la molette pour éviter des trucs. Je mets Jinji parce que, bon, c'est la base. On n'est pas obligé de mettre les sous-titres si vous êtes habitué, mais moi, j'aime bien le mettre. C'est une habitude que j'ai pris depuis Oblivion. Déjà, on voit un petit peu que ça a changé, puisque la manière de bouger du personnage était beaucoup plus organique. Puisque, en gros, les personnages, quand ils se déplacent latéralement, ils se déplacent en glissant sur les côtés, donc ça empêche ça aussi. Du coup, ça fait plaisir. Par exemple, vous voyez ce mouvement qu'il a fait de la hanche, ça n'existe pas. Le truc était très rigide. C'est pour ça que je vous dis jouer avec Open Morrowind. Hein. Voilà. Donc, comme c'était la première fois, voici l'affichage. Regardez-moi cette qualité d'eau. La distance, elle est monstrueuse. Allez, c'est parti. Donc là, nous arrivons à la partie de la race. On va explorer ça en détail et surtout très très vite. Alors, je vais faire un truc pour puisque c'est une partie tuto, donc on va expliquer ça aux débutants. Je vais vous conseiller 3 espèces en fonction de la trinité du jeu, c'est-à-dire le combat, la magie, la furtivité. Pour la partie combat, je vous conseille le rouge garde. Pourquoi le rouge garde? Il commence à lame longue à 15. La caractéristique associée, c'est la force. Si vous prenez une classe qui a la lame longue en caractéristique principale, ça fait que si la classe, sa caractéristique associée, c'est la force en talent primaire, ça fait qu'il monte à 50 en lame longue. C'est-à-dire que les épées longues, les épées larges à une main, les claymores, tu es à 50, c'est pas 50% de chance, mais tu es déjà à un bon niveau pour pouvoir taper très souvent. Mais c'est pas ça qui fait que le rouge garde est très intéressant à jouer aussi, c'est parce que il est résistant aux maladies, beaucoup d'espèces sont résistantes aux maladies. Résistance au poison 75%, qui fait énormément plaisir parce qu'il y a des ennemis qui ont des poisons extrêmement puissants. Et vous avez aussi poussée d'adrénaline qui booste l'agilité, la force, la rapidité, l'endurance et la santé d'un certain nombre de points, tout en sachant qu'il n'y a aucun sort qui vous donnera la capacité de faire ça. Sauf que la poussée d'adrénaline, c'est utilisable une fois par jour, évidemment. Voilà, donc ça c'était pour le combat. Maintenant pour une classe de magie, on va prendre le breton comme deuxième choix. Si vous voulez jouer un mage, le breton est un meilleur choix, encore plus que le haut elfe. Déjà, il a invocation 10, mysticisme 10 et guérison 10. Donc guérison, c'est tout ce qui vient donner de la résistance, soigner, restaurer des caractéristiques qui ont été endommagées. C'est très puissant d'avoir un personnage qui est en guérison. Le seul défaut, c'est que par exemple par rapport au Elder Scrolls moderne, ton personnage n'est pas un healer qui va se cacher derrière quelqu'un. Tu es vraiment un personnage, tu joues à un jeu où c'est pas pensé où tu es un compagnon. Mais par contre, la guérison sur un individu seul est très efficace et surtout il y a des quêtes où on te dit vas-y, est-ce que tu peux me soigner, va prendre une potion ou utilise le pouvoir sur moi et tu apprends des capacités sur autrui aussi, ou même tu vas créer des sorts. Le mysticisme, c'est pas un pouvoir qui a l'air ouf au début, surtout que en fait il est important pour le sort de marque et de rappel, c'est-à-dire que tu poses une marque à un endroit et tu peux revenir à cet endroit-là quand tu veux, c'est bien pour... C'est un petit peu votre pierre de foyer pour ceux qui sont familiers avec World of Warcraft. Et puis il a des trucs comme la télékinésie pour ramasser des éléments à distance, ou encore faire la capture d'âme pour les enfermer dans des gemmes, ou les sorts de détection qui sont très très chiants à créer, puisqu'ils ont un ratio, on va dire, coût d'argent, efficacité, chance de réussite, plutôt déséquilibré. Donc mysticisme, c'est vraiment un truc utilitaire, mais qui vaut mieux l'avoir que de ne pas l'avoir. Voilà. Et puis vous avez l'invocation qui vous permet d'avoir des armes liées. Et pourquoi je vous conseille de prendre un breton en priorité, c'est parce qu'en fait si vous venez prendre un mage hybride ou un pur mage, quand vous allez choisir vos écoles de magie, à la différence de certaines compétences où il vaut mieux les répartir, et ça je vais expliquer ça à la fin, quand en fait il y a des caractéristiques ou plutôt des compétences à répartir, il vaut mieux avoir les sorts
à un haut niveau dès le début. Parce que à chaque palier, tu vas gagner des sortilèges. Par exemple, l'invocation, si tu prends un mage spécialisé dans la convocation et qui sait dans les caractéristiques principales, comme il a invocation, il y a une spécialité dans une classe qui est définie. Donc ça va être la magie. Ça va te donner 5 points, donc tu vas passer à 15. Le premier sort qu'on va te donner, c'est la dague invoquée. Et si tu prends en caractéristique principale, tu vas encore avoir un bonus. Je vois que la spécialité te donne 5 points, donc voilà, c'est ça, invocation plus 10, enfin plus 5, ça fait 15 points. Puis encore un total de 20 points qui vont être donnés si tu le mets en caractéristique principale et tu apprendras le fantôme ancestral. Chaque sort a son truc associé. Par exemple, la guérison, tu apprends la capacité qui s'appelle soin du cœur, qui est une capacité de guérison que tu peux avoir directement dans l'auberge de la ville de départ, mais l'avoir dès le début te permet de te soigner avec une grande efficacité. C'est un sort qui est efficace à très très haut niveau, voilà. Et puis le mysticisme, je crois que tu apprends des sorts de détection au départ. Voilà. Le breton, il a un ratio de magie de 0,5 qui est un des plus mauvais ratios de multiplicateur de magie, mais vaut mieux avoir un multiplicateur à 0,5 que d'avoir un haut niveau et des mauvaises résistances. Ensuite, il a résistance à la magie, qui fait que toutes les capacités qui ne sont pas élémentaires, tu as une résistance à 50%. Ce qui fait que, par exemple, si on veut te paralyser, on veut te jeter un sort de fardeau, ou on veut te jeter un sort de démoralisation, ce genre de choses, ça va te toucher moins efficacement. Et si il faut donner des astuces pour commencer, mon but n'est pas de vous montrer toutes les petites astuces, tous les secrets du monde. Allez voir une chaîne anglophone, une chaîne francophone qui vient en parler, surtout les chaînes anglophones parce que ils parlent beaucoup plus en détail de ces choses-là. Mais il existe une bot qu'on trouve dans une mission assez facile à faire, du chemin de Caldera pour aller jusqu'à Laouad ou Laoud. Et en fait, c'est les bots de la vitesse divine. Ça te donne 100 points de 100 points de compétence en athlétisme, je crois, c'est pas en rapidité directement, mais il t'aveugle à 100%, c'est-à-dire que tu cours très très vite, mais à l'aveugle. Quand tu es un breton, tu peux enfiler les bottes, il ne t'aveuglera qu'à 50%, donc du coup ta visibilité sera médiocre, mais tu peux aussi boire plus de potions de résistance avant d'enfiler les bottes, et aussi pendant que tu mets les bottes et que tu sens qu'il y a un peu d'aveuglement, tu peux boire des potions de dissipation difficiles à trouver, mais qu'on peut trouver chez l'alchimiste de renom à Balmora, qui va dissiper le truc, et tant que tu vas porter les bottes et que tu as mis tous ces trucs à stacker, tu vas pouvoir courir vite à moindre frais. La seule chose, c'est que si vous voulez rendre viable les bottes de la vitesse divine, il vaut mieux que vous soyez spécialisé en armure légère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et puis la peau de dragon, c'est un sort de bouclier qui est plutôt puissant puisque il y a un sort qui s'appelle la 4e barrière qui te donne 50 points pendant 30 secondes. Là, c'est du 50 points pendant 60 secondes, qui est plutôt efficace, utilisable une fois par jour. Et voilà. Et puis évidemment, le choix de la furtivité s'impose de lui-même, c'est l'elfe des bois. Parce que, bon, le langage des animaux, c'est bien pour avoir un animal qui puisse t'aider de temps en temps. Mais 600 secondes, ça dure très longtemps, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de système de familier. Il y a sûrement des modes qui vont, si vous avez plus de patience que moi, vous aurez probablement des modes qui vous permettront d'avoir des compagnons. Mais le truc le plus important, c'est la résistance aux maladies à 75%, mais surtout, il est bâti pour être furtif. Alors, j'explique ça pour ceux qui connaissent pas les Elder Scrolls, les autres le savent, mais une des classes les plus cheatées, un des builds les plus cheatés qui existent dans les Elder Scrolls depuis que Elder Scrolls a créé son propre univers, puisque Arena, c'est plus un setting de Donjons et Dragons, le Elder Scrolls 1, mais depuis Daggerfall, donc il y a eu Daggerfall, enfin, Arena, Daggerfall, Morrowind, Oblivion et Skyrim, et évidemment Tezos, The Elder Scrolls Online, le build furtif à distance, depuis Daggerfall est cheaté. C'est-à-dire que tu vises, quand tu es en mode discrétion et on ne te voit pas, tu as plus de chances de toucher l'adversaire, tu as une chance de déclencher un backstab, et tu peux abattre des ennemis rapidement. Comme il est à précision à 15, si vous mettez en caractéristique principale d'une classe, si vous composez votre propre classe de l'agilité,
ça lui donnera en fait un certain nombre de points d'agilité, puisque l'agilité, c'est ce qui donne les dégâts aux flèches. C'est pas la force. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir beaucoup d'agilité. Vous allez avoir une agilité à 50-60, je crois, pour un elfe des bois. Vous allez avoir la précision, si vous mettez en talent principal, vous allez le mettre à jusqu'à 50. Si en fait la spécialité, c'est la spécialité furtivité. Et on va parler évidemment de la discrétion. La discrétion, elle, si elle est en principal, elle va monter, je crois, si on calcule bien, à 40. Ou 40, voire même 45. Et pareil pour l'armure légère. Vous allez comprendre l'atout d'avoir en fait un personnage qui a des valeurs minimes très très hautes. Là, ça fait quand même 3 trucs qu'il faudra mettre en principal pour l'elfe des bois, mais c'est tout à fait viable. Avant de passer sur les autres, je voudrais expliquer un petit truc sur le rapport compétences principales, compétences secondaires, compétences diverses. C'est qu'en gros, pour progresser dans le jeu, à la différence des autres jeux, il y a ce qu'on appelle des caractéristiques principales, des caractéristiques secondaires et des caractéristiques tertiaires. Il y a une barre de progression sur 10. Une caractéristique principale, quand vous montez d'un point de compétence, vous donne 2 points de progression. Quand c'est secondaire, il vous donne... En gros, non, c'est pas ça. C'est si c'est caractéristique principale, c'est 1 point, monte de 1 point dans la progression. Les caractéristiques secondaires, c'est 2 points de compétence montée dans une compétence secondaire qui monte de 1 point sur la progression. Le reste ne progresse rien. Le fait est que depuis Daggerfall, encore une fois, puisque bon, Todoroki qui dit It just works, c'est pas tout à fait vrai, le système de progression est vraiment nul à chier, parce que si tu es très très fort dès le début grâce aux caractéristiques principales, ton niveau maximum va être réduit en conséquence. Voilà. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'il y ait des caractéristiques que tu laisses en principal et qui va être en fait essentiellement ce que tu vas utiliser pour pouvoir bien progresser dans le jeu. Des caractéristiques secondaires que tu vas juger essentielles mais que tu ne veux pas qu'ils progressent trop vite pour ne pas perturber ta montée de niveau. Et les caractéristiques tertiaires qui, elles, ou diverses, appelez ça comme vous voulez, qui, elles, ne montent pas la progression. Pourquoi c'est important de bien les répartir? C'est parce qu'en fait, quand vous montez des points de compétence, la caractéristique associée va s'ajouter sous forme de multiplicateur à vos caractéristiques qu'on va vous demander de les répartir. Vous répartissez 3 progressions dans les caractéristiques. Si par exemple vous jouez à la précision et vous jouez beaucoup à l'arc, comme il est en caractéristique principale, jouer tout le temps à l'arc, ça veut dire que vous allez monter votre compétence rapidement. Mais ça veut dire que le multiplicateur va être très rapidement à 5 en agilité, et si vous ne faites pas attention, la progression sur 10 va se faire, vous allez être x5 dans quelque chose, mais comme vous n'avez pas monté les autres trucs, vous aurez un multiplicateur de x5 sur l'agilité, mais sur le reste, vous n'aurez rien. C'est pour ça que les caractéristiques principales, vous devez mettre des caractéristiques, enfin des compétences, qui sont à la fois, par exemple pour la précision, pour le cas de l'elfe des bois, une arme dans laquelle vous êtes bon, les autres avec une progression minime ou moyenne. Par exemple, ce n'est pas une erreur de mettre armure légère et discrétion en caractéristique principale, parce que comme c'est en fonction des coups qu'on te donne que tu montes l'armure légère, ça va prendre du temps en fait à monter. Et la discrétion, c'est à peu près pareil. Oui, tu peux avoir une discrétion assez élevée, mais pour abattre l'adversaire d'un coup, et abattre l'adversaire d'un coup, augmente tes chances que ta compétence monte. Si tu fais une attaque furtive et ça réussit, mais que tu ne le tues pas en un coup, ou que tu ne délivres pas assez de dégâts, ça va prendre du temps à monter. Voilà. Et puis on peut se poser la question aussi, si vous êtes habitué à Elder Scrolls, c'est oui, mais qu'en est-il des entraînements? Les entraînements, je vous les déconseille, ou plutôt je vous les conseille pour monter les caractéristiques secondaires avec parcimonie, ou les compétences diverses, pas les caractéristiques principales, parce que quand vous montez des points de compétences via les entraînements, déjà ça vous coûte 3 heures de temps, vous n'allez pas vous rendre compte de ça tout de suite, mais le temps est un antagoniste dans le jeu,
Vous allez perdre 3 heures de temps, vous allez montrer votre point de compétence, certes, mais par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il ne donne pas du tout de multiplicateur. Donc, faites très gaffe à ça. Bien, là, c'était un petit peu technique, on va passer aux autres espèces. Alors, l'argonien, une race que j'apprécie beaucoup, mais qui a pas mal de petits atouts ça et là. Petite mention aussi, Elder Scrolls, Morrowind est un des rares Elder Scrolls, ou je crois que c'est un des seuls Elder Scrolls, où il peut y avoir une différence de stats entre les hommes et les femmes. Les Argoniens en font partie. Les Argoniens ont une meilleure utilisation de la magie chez les femelles, et chez les mâles, ils ont une meilleure force. Voilà, il faut juste le savoir. Donc les deux races bestiales que sont les Khajiits et les Argoniens, ils ont un bonus à 15, mais un bonus à 15 qui est plutôt nul, puisqu'en fait, l'athlétisme et l'acrobatie sont des compétences qui sont très très difficiles à monter. L'argonien, c'est il faut courir, hein, l'athlétisme, c'est il faut courir, et l'acrobatie, c'est qu'il faut sauter. Il faut sauter très très haut, il faut sauter très très loin. Le truc, c'est que c'est une compétence qui, quand tu l'as à bas niveau, tu sens que ton personnage est rigide, comme c'est pas possible. Mais quand tu l'as à haut niveau, tu cours très très vite, tu sautes très très haut, c'est magnifique, c'est génial. Mais le truc, c'est que quand tu as ça à ce niveau-là et dès le début, vaut mieux ne pas les mettre en caractéristique principale. Mettez-les en secondaire, voire même tertiaire. Voilà, ça ne mange pas de pain. Mais son avantage n'est pas là. C'est l'immunité contre le poison, la résistance aux maladies, évidemment, et la respiration aquatique. Mention sur la respiration aquatique, c'est pas la respiration aquatique en tant que sort, mais en tant que pouvoir. C'est-à-dire que tu peux le spammer sans coup en magie. Voilà. C'est-à-dire que tu apprendras un sort qui s'appelle respiration aquatique. Il aura la même icône, il aura il aura pas la même durée. Ça sera sur soi. Ça sert à rien d'acheter le sort respiration aquatique chez un argonien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ensuite, on va revenir au breton. Non, c'est bon, je crois que j'avais déjà expliqué. Elfe des bois, j'ai déjà expliqué. Elfe noir. Elfe noir, ça c'est pour ceux qui veulent jouer une classe polyvalente. Les hybrides, les classes hybrides, ou une classe qui fait un peu de tout, ben, vous prenez un elfe noir, c'est un très bon choix. Il a la lame courte qui est plutôt pratique pour la discrétion. Il a un peu de précision, un peu de lame longue, même s'il est très souvent dépeint dans ses illustrations avec une lame longue, mais la lame longue est seulement à 5. Mysticisme, bof. Destruction à 10, qui est très très bon. Donc voilà, surtout que tu apprends la mention incandescente très très tôt dans le jeu, puisqu'il est à l'auberge. C'est un très bon moyen de faire une classe hybride, résistance au feu 75%. Les monstres les plus puissants, parfois, tapent feu. Donc c'est bien de l'avoir, et ils ont gardé ancestral. Utilisable une fois par jour, c'est sanctuaire. Sanctuaire, ça augmente tes chances d'esquive, c'est-à-dire qu'on touche ta hitbox, il y a des chances que ça ne te touche pas. Face à un ennemi puissant, tu peux compter sur cette capacité, les gens l'oublient, mais pourtant je le trouve très très efficace. Ce qui veut dire qu'il a une très très bonne couverture défensive, il est très polyvalent, il n'y a rien à dire, c'est plutôt pas mal. Au elfe, alors si vous voulez jouer un mage, je crois que c'est logique que vous l'utilisiez. Bon bonus en alchimie, bon bonus en destruction et en enchantement. L'enchantement, c'est la capacité à créer des objets. Quand tu as de l'enchantement, il faut monter le mysticisme pour apprendre la capture d'âme. Ou tu avances dans la guilde des mages et à un moment, on te donne une dague qui capture les âmes. Mais le problème avec l'enchantement, c'est que le ratio est très très déséquilibré pour créer un sortilège. Il y a un rapport de puissance de la gemme, de sort que tu vas vouloir mettre dans l'objet. Est-ce que c'est en déclenchement automatique ou il faut le déclencher sur décision, ou en effet constant, mais l'effet constant c'est vraiment pour les âmes les plus puissantes, et les âmes se brisent facilement. N'hésitez pas à trouver des épées de fer par terre, les enchanter. L'enchantement le plus facile à faire, c'est de mettre des armes liées à cette arme-là sur déclenchement automatique pendant une durée, je sais pas moi, de 15 à 30 secondes. C'est un moyen très rapide pour pouvoir enchaîner ou bien faire, je sais pas moi, un bonus de, je sais pas moi, 3 de dégâts élémentaires pendant 5 secondes. Faites ce genre de choses-là pour pouvoir monter l'enchantement. Et surtout, l'enchantement dépend de votre connaissance des sortilèges. Pour enchanter une arme avec un sortilège, il faut connaître le sortilège, le type de sortilège.
Donc, enchantement, c'est un énorme investissement en âme, en argent, et c'est un truc qui est très frustrant. Le mieux, c'est peut-être d'aller voir un enchanteur qui, lui, en fait, ne va jamais rater, et par contre, il va te demander énormément d'argent. Mais suivre la voie de l'enchantement est tout à fait viable. Moi qui jouais beaucoup en sorceleur dans Morrowind, je montais l'enchantement. Ensuite, bonus de magie multiplicateur 1,5 fois l'intelligence, qui est énorme. Le problème, c'est qu'il est résistant aux maladies. Il est très très fort en magie, mais il est vulnérable à la magie. Donc, c'est-à-dire les affaiblissements, ce qu'on appelle les drains ou les dégâts de caractéristiques. Des fois, et des ennemis vous lancent de l'atténuation, c'est-à-dire que ça diminue tes caractéristiques pendant une certaine durée, mais comme c'est juste de l'atténuation, c'est assez efficace de pouvoir mettre de la durée quand tu crées des sorts relatifs à ça. Mais il y a des sorts qui font des dégâts avec tes caractéristiques, qui va te demander, par exemple, des potions ou des sortilèges de guérison pour pouvoir les restaurer. Le truc, c'est que quand un sort est puissant ou ton personnage n'a pas beaucoup de volonté ou que ton adversaire en face est très puissant, l'atténuation et les dégâts de caractéristiques peuvent être plus puissants et même après que le gars meurt, tu vas subir les malus. Ce qui fait que c'est pas tellement ouf. Ensuite, vous avez aussi les résistances, enfin les vulnérabilités aux effets élémentaires, ce qui fait pour moi que on te le met en tant que mage, mais en vrai, c'est pour ça qu'une bonne partie des gens vous recommandent le breton et pas lui. Le 1,5 fois, je pense pas que ça vaut un tel sacrifice. Après, on a la résistance aux maladies, on a un très bon départ. En fait, tu as de très bons départs, mais de très grosses vulnérabilités. Tout en sachant que la majorité des ennemis en mid-game, ce sont des Atronach, donc des élémentaires. Ça là, c'est mauvais. Aller dans les sanctuaires d'Edric, tu as beaucoup de lanceurs de sorts qui te font des modificateurs du genre du perce-oreille, du silence, du truc comme ça. Ça là, c'est une épine dans le pied. Suivant, impériaux. Voilà. Alors les impériaux, lame longue, marchandage éloquent, c'est un bon moyen de faire un combattant social, donc un chevalier ou un croisé, même s'il n'y a pas la guérison. Il a aussi l'étoile de l'Occident, qui a une capacité d'absorption de fatigue, utilisable une fois par jour. N'oubliez pas que vous avez ça. Votre pire ennemi dans le jeu, c'est pas le manque de magie, où il faut des fois 6 heures minimum pour restaurer toute ta barre de magie, c'est vraiment la fatigue. Quand ta fatigue tombe à zéro, les attaques lourdes des armes t'étourdissent plus facilement. Les combats à main nue, c'est le meilleur système de combat à main nue que j'ai vu dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que d'abord tu tapes la fatigue, puis le personnage trébuche, et ensuite tu tapes sa santé. Donc absorber la fatigue pour restaurer la sienne, c'est une très bonne idée. Et en plus de ça, si la personne a une mauvaise volonté, ça fait qu'il y a une chance que le personnage soit renversé par l'effet de fatigue. Voilà. Et puis, petit rappel, ou plutôt je dis petit rappel, mais en fait beaucoup de gens n'en parlent pas, mais par exemple, quand vous paralysez quelqu'un au corps à corps, et que vous tapez à main nue, ça tape directement la santé puisque le personnage est paralysé. C'est cadeau, je vous donne cette information. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez faire une espèce de pèlerin versé dans l'illusion, en combat sans armure, qui tape à main nue, et qui, par exemple, vous voulez gagner l'ascendant sur des ennemis forts, vous paralysez, vous tapez, et ça va être très très bien. Et puis la voix de l'empereur qui est un sort de charme, c'est-à-dire que vous lancez le sort sur la personne, c'est pas un sort agressif, donc ils vont pas vous attaquer, ça augmente la disposition, c'est-à-dire comment vous recevez la personne. Donc un très bon personnage basé sur le côté social de la partie furtivité, de pouvoir jouer un combattant social aussi, avec la lame longue qui est quand même, au lieu de l'avoir à 50, vous allez l'avoir à 45, 45 c'est très très bien. Le marchandage, l'éloquence. Alors, le marchandage et l'éloquence, c'est deux compétences que je vous déconseille de mettre en principal. Ou en tout cas, il y en a une qui vaut mieux mettre en principal et l'autre qu'il vaut mieux mettre en secondaire. Par exemple, marchandage, vous pouvez le mettre en secondaire parce qu'il est facile à monter. Et l'éloquence, ne pas avoir de l'éloquence au début, c'est compliqué si votre personnage a la caractéristique personnalité très très basse. Donc ça dépendra de ce que vous faites avec. Alors, comment on monte le marchandage? C'est assez facile.
Vous vendez un objet après l'autre et vous pouvez faire des offres. Ce qu'on ne vous dit pas assez, c'est que il y a comment dire ça, il y a une capacité dans le marchandage. Tu peux baisser le prix d'un objet ou augmenter le prix à la revente d'un objet que tu vas donner. Et en fait, il y a des fois, on te dit offre refusée. Si vous considérez que votre offre est raisonnable, genre vous avez monté un certain nombre de points, vis-à-vis de toute compétence de marchandage et de personnalité, insistez, appuyez jusqu'à ce que ça passe. À un moment, quand vous allez quitter le menu, vous allez voir que la disposition de la personne tombe à zéro. Ne faites aucune action de, comment dire ça, ne faites aucune action pour essayer d'amadouer la personne. Quittez juste le menu et revenez, ça va revenir à la normale. Voilà. Donc, très bon personnage pour commencer. Khajiit, bon, j'ai déjà expliqué, hein, l'acrobatie, bof. Hein. Le reste, bon, ça va, c'est toujours 2-3 petits points, mais bon, c'est pas ouf. Vision nocturne, c'est comme la respiration aquatique des Argoniens. Vous n'avez pas besoin de points de magie pour pouvoir le lancer. Et l'œil des fois, utilisable une fois par jour. Ça fait de la démoralisation d'humanoïde de 100 points pendant 30 secondes à distance. Je vais juste vous donner une indication, j'essaie de ne pas trop vous noyer dans les informations, là j'en ai quand même déjà donné beaucoup. C'est que là, on va passer sur la phase où il y a un énorme problème vis-à-vis de la démoralisation d'humanoïdes. Quand ça concerne les humanoïdes, vous verrez que les icônes, elles seront vertes. Et c'est une erreur de la part de Bethesda, puisque en fait ils ont fait que les créatures, les altérations de créatures, c'est-à-dire courage sur créature, démoralisation sur créature, ce genre de choses, c'est sur l'illusion. Ils ont mis humanoïde sur la colorimétrie de l'illusion, mais en fait c'est une capacité de mysticisme. Voilà. Donc si par exemple votre œil des fois vous le voulez efficace pour toucher les humanoïdes, il vaut mieux avoir du mysticisme. Mais si vous jouez un Khajiit, vous pouvez vraiment vous en foutre de monter le mysticisme. C'est vraiment une technique de dernier recours. Parfois, on peut se faire submerger par un certain nombre d'ennemis ou un ennemi puissant vous coince. Avoir l'œil des fois, ça ne mange pas de pain. Voilà. Ensuite, le nordique. Voilà, depuis Skyrim, allez, c'est bon, c'est la race préférée de tout le monde. Mais en regardant Morrowind, vous vous rendez compte de ce qu'on vous a enlevé. Bonus à la hache et à l'arme contendante. Ça fait déjà 2 grosses armes et en plus bien lourdes en matière de bonus. Donc je vous dirais choisissez soit un soit l'autre en caractéristique principale et l'armure intermédiaire aussi qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? C'est qu'en fait il y a une hiérarchie sur les dommages qui donne du knockback, c'est-à-dire qui fait reculer l'ennemi ou qui le fait tomber par terre. Il y a les massues, plus précisément, en gros, oui, on va pas regarder une main de main. Donc, vous avez les massues, les haches, les lances et les épées en matière de renversement. Et en dessous, vous avez les arcs. Plus vous faites des dégâts, plus vous avez des chances de renverser quelqu'un, de le faire tomber par terre. Comme vous avez hache et arme contendante, si par exemple vous voulez jouer un vrai guerrier, vous pouvez très bien par exemple prendre une arme à contendante à une main et un bouclier, même si le nordique n'a pas parade au début, mais vous pouvez développer la parade. Et à 2 mains, vous décidez de prendre une hache à 2 mains qui sera suffisamment puissante. Voilà. Immunité contre le froid, pas juste une résistance. Quand je vous disais qu'on vous a enlevé des trucs depuis de Morrowind à Skyrim, on vous a viré des trucs. Il était immunisé contre le froid. Il était résistant à la foudre. Voilà. Il a le guèdre qui a un bouclier. Donc là, c'est l'équivalent de la seconde barrière, mais sur 60 secondes, qui est plutôt pas mal. Et le point du tonnerre, qui est une véritable fraude. Je pense qu'ils ont mis ça en tant que virgule sur la progression du nordique. C'est-à-dire que ça s'appelle point du tonnerre, ça tape du froid. Et c'est au contact, qui plus est. 25 points au contact, c'est nul. C'est vraiment très très nul. Parce que tu peux l'utiliser qu'une fois par jour. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Si vous jouez un nordique, c'est pour les avantages que procurent les armes par leur catégorie, le bonus d'armure intermédiaire. Petit rappel, ne mettez jamais 2 catégories d'armure par défaut dans les caractéristiques principales
ou secondaire. C'est-à-dire que si par exemple vous décidez que vous voulez jouer armure intermédiaire, vous prenez armure intermédiaire, vous le mettez soit en principal, soit en secondaire, mais les autres catégories d'armure, vous allez vous en foutre. Il y a des classes qui vous donnent 2 catégories d'armure. L'avantage, c'est que plus vous montez dans une catégorie d'armure, plus vous allez voir que des objets vont vous donner de la valeur d'armure. À la différence, par exemple, de Skyrim, où c'est quand tu prends l'objet et tu le mets dans l'inventaire, on te dit la valeur d'armure que ça va te donner. Dans Morrowind, à partir du moment où tu as le curseur sur l'arme, il te dit déjà combien de points d'armure ça donne. Donc, il y a des gens qui ont un petit problème avec l'armure intermédiaire. Ils disent que oui, l'armure lourde donne plus de valeur d'armure. C'est la même caractéristique associée, donc c'est pas forcément bon. L'avantage de l'armure intermédiaire de manière méta, s'il faut donner un conseil méta, c'est que la meilleure armure intermédiaire est accessible dès le début. Ou plutôt 2 armures sont accessibles dès le début. Vous avez l'armure orc que vous pouvez trouver dans les sanctuaires des dracs qui sont portés par des orcs, si vous avez soit la patience de tuer ceux qui sont pacifiques, ou aller dans les sanctuaires d'Edric, et des fois à l'intérieur ils ont des armures lourdes, ou intermédiaires, donc allez-y. Et la seconde armure, qui est la meilleure armure intermédiaire, c'est l'armure Indoril, c'est l'armure que portent les ordonnateurs de Vivec. Vous pouvez provoquer, si vous êtes fort en éloquence, vous pouvez provoquer les ordonnateurs pour qu'ils vous attaquent, et vous pouvez prendre son armure, et en plus de ça, si vous avez arme contendante, vous pouvez prendre la masse d'ébonite, c'est le moyen très rapide d'avoir la masse d'ébonite. Le seul truc, c'est que quand vous portez l'armure Indoril, ne parlez jamais à un ordonnateur. Il va vous attaquer à vue, il aura donné l'alerte officieuse aux gens de venir vous tuer, votre tête ne sera pas mise à prix, mais ils tenteront de vous tuer. Voilà. Donc, pas mal de choses à dire sur le sujet. Bref. Ensuite, l'orc. Donc l'orc armurerie. Bon, l'armurerie, c'est une compétence que tu mets soit en secondaire, je la vois pas en principal, puisque plus tu montes, plus ta caractéristique, déjà la caractéristique sociale et la force, donc ça permet de bien fiabiliser le multiplicateur de force. Le problème, c'est que, à un moment donné, soit tu préféreras réparer toi-même, soit tu préféreras compter sur les autres. Les armes de réparation, les objets de réparation pèsent lourd, donc c'est chiant. Et en plus de ça, il n'y a pas de plus-value à l'armurerie. C'est-à-dire que le service d'armurerie, c'est celui que les autres ont, contre de l'argent. Donc, à moins que, par exemple, vous avez des armures en verre, ou des armures avec, comment dire ça, une certaine valeur, et donc un coût de réparation et de valeur d'armure très élevé, je vois pas où ça peut tenir. Et là, vous avez armure lourde, armure intermédiaire. Le seul avantage à ça, c'est le fait que vous allez pouvoir choisir l'armure que vous allez décider de prendre. Évidemment, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien, il y a des classes toutes faites qui vous proposent plusieurs catégories d'armure. Faire un mélange entre l'armure intermédiaire et l'armure lourde, c'est un bon moyen de monter passivement les deux. Mais si vraiment vous voulez mettre ça dans la progression, je vous dirais par défaut, si vous voulez mettre les deux et vous y tenez, même si la question de se poser si c'est une bonne idée ou pas, je préfère le laisser à votre interprétation, mettez les deux en secondaire dans ce cas-là. Et la parade, c'est les chances que quand tu tapes, ton bouclier intercepte la totalité des coups. La parade n'affecte pas les armes. Les gens ne peuvent pas parer avec les armes dans Morrowind. Donc c'est un très bon combattant de base. Et en plus, il a un petit bonus là. Même si tu mets armurerie en divers, c'est déjà un bon point de départ. Si par exemple tes spécialités guerrier, donc ça va dire que tu vas avoir un départ à 15 points, ce qui est plutôt pas mal. Le berserker, donc le berserker fortifie ta santé, augmente tes points de fatigue, augmente tes attaques, donc attaque fortifiée. Alors c'est là tout le paradoxe, c'est que attaque fortifiée, ça augmente toutes les attaques physiques, y compris les dégâts à l'arc. Mais en même temps, on te donne de l'atténuation d'agilité pendant 60 points, qui justement affecte les dégâts des arcs. Donc, voilà. Heureusement, l'attaque fortifiée fiabilise les dégâts de manière beaucoup plus efficace que la caractéristique, mais je m'en méfierais quand même, parce que l'agilité augmente
tes chances de toucher. Donc ça veut dire que oui, tu feras plus de dégâts, et en effet, tu vas peut-être pouvoir faire énormément de dégâts, mais par contre, pour pouvoir toucher, autant avec une arme de corps à corps qu'à distance, ça va être compliqué. Et une résistance à la magie de 25%, ça ne mange pas de pain. C'est un bon personnage aussi dans l'ensemble. Voilà, on a fait le tour de toutes les races. Donc voilà, c'est très très long, je sais. Et le pire c'est qu'on est qu'à la première vidéo. Voilà. Ouais, on est déjà à 46 minutes. Hein. Allez, on va poursuivre tout ça. J'ai décidé de prendre un rouge-garde. Parce que je vais m'en tenir. Je suis sûr que vous vous intégrerez parfaitement. Suivez-moi jusqu'au bureau afin de régler les derniers détails de votre libération. En gros, pourquoi j'ai décidé de prendre un rouge-garde, c'est parce qu'en fait, j'avais envie de jouer une classe qui est proposée par le jeu et pas composer ma propre classe. J'ai eu une certaine lassitude. Ah, ça fait trop bizarre d'avoir le FOV comme ça. Hein. Ah oui, nous vous attendions. Nous devons consigner les informations vous concernant avant de vous libérer. Nous pouvons procéder de plusieurs façons pour les obtenir. À vous de choisir. Alors, vous avez 3 choix. Soit vous faites un questionnaire qui vous permet de déterminer la classe. Quand j'avais fait le questionnaire pendant une de mes prises ratées et mes nombreux problèmes, j'étais tombé sur Roublard. Donc, vous allez faire le questionnaire, ça va vous donner des choix en fonction de vos décisions. C'est bien de le faire pour le lolilol, mais franchement, comme j'ai décidé de faire un tuto, on va avancer directement. Vous avez à ce moment-là une sélection de classes. Je pars du principe que toutes les classes, je dis bien toutes, ont une viabilité. Il y a certains conseils que j'ai donnés sur il faut pas mettre en principal ou en secondaire, il y a certains trucs qui passent, mais en fait, la manière dont c'est composé est quand même cohérente. Par exemple, regardons le roublard. Alors, petit truc sur le roublard. Les roublards dans les jeux de rôle, c'est le gars qui est furtif, qui crochette, qui détecte les pièges, etc., etc. Le roublard, comme je l'ai connu dans la plupart des vieux RPG, c'est un gars qui compte avant tout sur son charme pour pouvoir s'en sortir, puis sur le combat ou ses performances physiques. En gros, un roublard, c'est n'importe quel gars, n'importe quel drow que vous voyez qui est furtif, n'importe quel Dark Sasuke que vous voyez dans une partie de jeu de rôle, tandis que le roublard, là si on va dans le milieu, on va dire, des acteurs, et dans les rôles qu'ils ont l'habitude de jouer, Tom Cruise c'est un roublard, ou en français, Jean-Paul Belmondo dans ses films d'action est un roublard. Voilà. Bien, on va faire un tour, donc du coup, la spécialisation vous donne 5 points sur les autres talents de la catégorie. Donc voilà, par exemple, quand on vous dit combat, voici ce que ça monte. Si c'est discrétion, voici ce que ça monte. Et si c'est magie, voici ce que ça monte. Vous voyez? Ensuite, on vous dit quelles sont les 2 caractéristiques appréciées. Donc là, c'est rapidité, personnalité. Donc, en talent principal, j'ai lame courte, marchandage, hache, armure légère, combat à main nue. Et là, j'ai parade, armure intermédiaire, éloquence, athlétisme, lame longue. Donc, vous voyez que j'ai 2 catégories d'armure. Je peux très bien faire un mix des 2 et m'en sortir avec. Trouver un compromis. Donc, justement, quand je vous disais mettre 2 catégories d'armure, est-ce que ça vaut le coup? On va voir ça au travers du test que j'ai. Et puis après, il y a évidemment le choix où vous êtes aventurier. Vous pouvez gommer les trucs, vous pouvez faire une description de la classe, vous pouvez décider de composer. Le seul conseil que je vous donne, c'est ne montez pas la chance. Ou plutôt, la chance, si vous êtes dans une phase de montée de niveau et vous avez raté votre montée de niveau et vous pouvez monter la chance, puisque la chance n'a pas de multiplicateur de caractéristiques associées, montez la chance de 1 point. C'est le seul moyen de monter la chance ou encore de trouver un objet qui vous donne des points de chance. Mais franchement, ne mettez pas en caractéristique favori de chance. Vous vous tirez une balle dans le pied. Ne le montez pas. Voilà. Et puis vous allez composer votre classe. Moi, je sais que c'est un roublard que je voulais jouer. Donc, Très bien. La lettre qui est arrivée avant vous mentionnait votre signe de naissance. Duquel s'agit-il? alors, ensuite,
on est sur les symboles. Donc du coup, je vais vous montrer les symboles de naissance. J'étais en train de vérifier un truc. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Donc, alors, les symboles, comparé aux autres, enfin à Skyrim, pour ceux qui sont habitués à Skyrim, c'est définitif. Il y a des symboles qui sont bons, il y a des symboles qui sont moins bons, il y a des symboles où il vaut mieux avoir une certaine idée en tête. Donc, on va parcourir tout ça tous ensemble. On va commencer par le premier, l'amant. Donc, caractéristiques fortifiées, agilité de 25 au départ, c'est excellent pour les éclaireurs, pour ceux qui vont attaquer à distance, pour ceux qui vont faire de la furtivité. Je vous conseille vraiment de prendre ça. Un elfe des bois au symbole de l'amant, il monte jusqu'à 60, peut-être même plus, en agilité. C'est un très bon départ. Il a un pouvoir utilisable une fois par jour, c'est-à-dire qu'il paralyse à distance, mais réduit ta fatigue de 200 points. Si ton personnage a une mauvaise résistance et une mauvaise agilité, il pourrait, à cause de cette chute de points de fatigue, tomber par terre. Donc vraiment, c'est vraiment les classes orientées furtifs qui doivent monter ça. Surtout que l'agilité, rappelle, c'est les dégâts des flèches. Ensuite, l'apprenti, multiplicateur fortifié 1,5, vulnérabilité 50%. Il y a des gens qui partent du principe que c'est une bonne idée ou un bon contre-coup. Je dirais chacun son interprétation. Je rappelle que la vulnérabilité à la magie, c'est les effets magiques dans son immense diversité. Donc, il faut se méfier énormément de ça. Voilà. Et puis surtout, si vous voulez par exemple porter les bottes de la vitesse divine, vous voyez le bonus que par exemple pourrait avoir le breton pour être aveuglé à 50%, ça là, ça meurt. Donc, jamais sur un breton, vous mettez l'apprenti si vous comptez porter une armure légère. Parce que les mages peuvent se passer de leurs armures. Ils peuvent jouer du combat sans armure. Voilà. Il faut compter les combats sans armure comme une catégorie d'armure si vous en avez envie, quoi. Mais déconseillé pour ceux qui veulent les bottes de la vitesse divine, par exemple. Et ça veut dire que vous allez être vulnérable à pas mal de sorts. C'est pas cool. Ah, là on parle. Là c'est l'Atronac. L'Atronac, il fait de l'absorption de sorts sur 50 points. C'est-à-dire que beaucoup de magnitude d'effets, et surtout si votre le personnage, le magicien en face, n'a pas un score élevé ni en volonté ni en intelligence, dépendant de la caractéristique associée, tout ce qui va influer l'adversaire dépend de la volonté. Donc un personnage qui a une mauvaise volonté, vous allez absorber ses sorts plus facilement. Absorber les sorts veut dire que vous prenez des fois un peu de coups, des fois pas du tout, et ça va restaurer votre magie. Le multiplicateur de magie est à 2, mais en échange, quand on vous dit magie suspendue, ça veut dire vous ne récupérez pas de magie en vous reposant. Il y a des magasins dans des grandes villes, moi je pense plus à Balmora, et il vaut mieux vous habituer à Balmora, où vous allez peut-être pouvoir trouver des potions rapidement chez l'alchimiste de renom pour restaurer votre magie. Mais ne pas récupérer sa magie en se reposant, c'est énorme. Mais par contre, ça donne un avantage maintenant que j'y pense, c'est que, comme pour restaurer de la magie, plus évidemment tu as de points de magie, plus tu vas devoir attendre pour restaurer et laisser les heures s'écouler. Donc quelqu'un qui ne veut pas être dépendant de sa magie et qui joue par exemple un mage hybride avec une autre catégorie ou un mage pur, ben, le mage pur se doit d'avoir un backup pour pouvoir sauver la mise. C'est pas n'importe quel clampin qui va vous lancer des boules de magie pour vous restaurer. L'ombre, invisibilité. Dès que tu bois une potion, dès que tu armes un coup, l'invisibilité disparaît. Si c'était du caméléon, ça aurait été pas mal. Là, c'est de l'invisibilité. C'est très mauvais. Si tu es dans un donjon, tu ne lances pas ombre de lune. Si tu es à ciel ouvert, oui. Parce que quand tu es dans un donjon, tu vas devoir ouvrir des coffres, ouvrir des portes. C'est très mauvais comme symbole, utilisable une fois par jour. Si vous avez beaucoup de magie, il y a l'ombre détournée de Bévusa, qui voit invisible pendant 10 secondes, qui est beaucoup plus rentable que ça. Il y a de meilleurs symboles. Un des symboles préférés que j'aime bien, voilà,
j'aime beaucoup, et probablement celui que je vais choisir. Le symbole de la dame. Fortification endurance 25, personnalité 25. C'est excellent. Vous voulez jouer un personnage sociable? Vous prenez ça. Vous voulez jouer un personnage qui est tanky? Vous prenez ça. Vous voulez jouer un chevalier, un croisé? Vous prenez ça. Voilà. C'est un très très bon choix. Après, pour les chevaliers et les croisés, surtout pour le croisé, il peut exister une alternative. On va le voir plus bas. La tour. Ça, c'est un truc pour les éclaireurs. Passons la clé de la tour, qui est un pouvoir que je considère comme nul, parce que il y a le pouvoir qui s'appelle le brise-gondon du si, il y a le sort qui, lui, est à 50%, donc du coup le même que ça, et vous avez aussi le parchemin du brise-gondon du si sous forme de parchemin, c'est de 40 à 60. C'est bien mieux que ça, utilisable une fois par jour. Le truc qui va vous intéresser ici, c'est le nez de mendiant, qui détecte les créatures, les enchantements, donc les objets enchantés, et les clés sur 200 pieds pendant 60 secondes. Monter et inventer un sort qui a cette magnitude-là, c'est un gros projet et vos chances de le lancer sont presque impossibles. Quand je dis presque impossible, c'est une grosse exagération, mais à bas niveau et à moyen niveau, ne comptez pas là-dessus. C'est un symbole dédié aux éclaireurs ou aux gens qui ne veulent pas passer à côté d'un objet providentiel. Mais ne laissez pas votre curiosité tuer votre personnage dans l'œuf. Ça, c'est un bon choix, mais c'est surtout un choix pour les éclaireurs ou les gens qui sont curieux. Destrier, fortifier la rapidité. Très bon pour les gens qui jouent au corps à corps, plus précisément à main nue, ou qui jouent à la dague, ou les joueurs qui n'aiment pas être limités par la vitesse de déplacement. Voilà, les gens qui veulent de la bonne mobilité. Guerrier, donc on a vu attaque fortifiée, ça augmente aussi les dégâts des arcs. Donc même un gars qui joue build archer ou qui joue par exemple un truc furtif ou un éclaireur peut utiliser le symbole du guerrier comme alternative. C'est juste la magie que ça n'augmente pas en fait. Le mage, 0,5 fois l'intelligence, donc le même bonus que le breton. Si tu veux jouer un mage avec un bonus de multiplicateur sans se manger plus d'effets que ça, sans se manger des effets négatifs, c'est une bonne alternative. Il y a des gens, quand ils font des builds mages, ils te disent, ouais, le symbole du mage, 0,5. Non, 0,5 c'est quelque chose. C'est vraiment très très bon. C'est juste que tu n'as pas le gros ratio, mais tu n'as pas les gros contre-coups non plus. Donc c'est très bien. Mon deuxième symbole préféré, le symbole qui est de préférence pour ceux qui jouent des croisés ou des gars anti-morts vivants, vous prenez le rituel, vous êtes un gars anti-morts vivant. Alors, je parle souvent des croisés ou des gens qui veulent jouer anti-morts vivant, mais en fait, rien que ce symbole vous donne accès à des trucs anti-morts vivants. Que vous jouiez à distance, que vous jouiez au rapproché, que vous jouiez avec la magie, c'est très bon. Le sort utilisable une fois par jour, c'est 100 points de santé régénérés pendant 1 seconde. C'est excellent. Évidemment, ça n'arrête pas parce que c'est un pouvoir. Et ensuite, il vous apprend une variante extrêmement puissante du mot de bonne bénédiction et contact béni. Comme la respiration aquatique, vous allez voir des sorts qui ont les mêmes noms, mais qui ne sont pas aussi puissants que ça. Non seulement ça renvoie les morts vivants avec un taux très élevé, comme c'est de l'invocation, donc c'est rattaché à l'intelligence, une intelligence plus élevée combinée à ce sort-là, fait que vous repoussez les morts vivants plus facilement, et comme ils sont pris de peur, les ennemis qui sont pris de peur ont moins de chances de vous attaquer, mais les chances ne sont pas de 0. Et du coup, vous pouvez lancer ça au corps à corps ou à distance, avec les 2 sorts. Le rituel, c'est un très bon choix. Le rituel va avec tout, en vrai. Il y a beaucoup de morts vivants dans le jeu, hein, je le rappelle. Le seigneur, vulnérabilité de feu 100% et regain de santé. Alors, c'est le passif le plus nul de tous les symboles qui existent. Être vulnérable au feu, c'est un énorme problème. Les Atronachs de feu en mid-game et en début de game dans les sanctuaires d'Edric, vous allez voir que ça. Les Dremora, quand ils ne lancent pas de bouclier sur eux, ils vous balancent des sorts de feu qui durent sur la durée.
Mélangé à la vulnérabilité, c'est signer votre arrêt de mort. Le sang du Nord, c'est probablement un sort de santé qui est, on va dire, efficace pour régénérer avec fiabilité votre santé, mais je le trouve très mauvais. Si on te donne une petite régénération, un peu, on appelle ça le Seigneur, mais c'est un peu une régénération comme un troll en général dans les Elder Scrolls, mais ça ne vaut pas le coup de se manger vulnérabilité à 100%. Voilà. Et moi, ce que je trouverais drôle, c'est qu'il y a quelqu'un qui joue Elfe Noir, et il met la vulnérabilité, et il a la résistance à 75 pour tenter de compenser. Ça ne vaudra pas ce sort-là. Ce sort-là, il ne les vaut pas. Ça ne vaut pas un tel sacrifice. Ensuite, encore un symbole qui est nul, c'est le serpent. Le serpent te donne du 3 points de poison de 30 secondes sur contact. Non seulement c'est un pouvoir puisqu'apparemment, je crois que c'est utilisable un certain nombre de fois. Ouais, ah non, c'est pas limité dans l'usage, je crois. Donc, en gros, tu te manges du 3 de poison, tu mets du 3 de poison pendant 30 secondes sur contact, mais même après que l'ennemi soit mort, tu vas quand même te manger un point de santé pendant 30 secondes. C'est pas bon du tout. Voilà. Et le voleur, ça te donne le sanctuaire qui augmente quand on te frappe les chances d'esquiver le coup. Voilà. Intéressant. Veuillez vérifier que ces informations sont exactes avant que j'appose mon sceau sur ces papiers. Et ensuite, vous vous retrouvez devant la fiche. J'ai oublié de dire ça. C'est normal, c'est 3 prises ratées à cause de Morrowind par défaut qui gênait. Mais, quand vous allez créer un personnage, le plus important pour savoir quelle race vous allez choisir, c'est la classe. Donc que vous décidiez de prendre une classe vite fait pour passer au menu, aller voir le gars pour les classes, c'est pas un problème. Par contre, n'oubliez pas de choisir la race pour que ce soit bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Une très bonne vigueur, une endurance qui monte jusqu'à 75. Les rouges-gardes sont notoires pour avoir, voilà, une bonne personnalité, une bonne endurance et une bonne force. Donc, être à 30, c'est le plus bas. 40, ça va. 45, ça peut aller. 50, c'est bon. 60, c'est très très bon. Et au-dessus, bon, ben, c'est le soleil, il n'y a personne. Bon ratio de santé. Des points de vie, en fait, des points de magie très médiocres. Mais bon, on joue pas pour ça. C'est pas du tout ce que je voulais jouer. Et ensuite, la fatigue, 195, qui est excellent. Lame courte, marchandage, hache, truc. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai pas de truc à 45. Mais ce n'est pas grave, parce que au moins j'ai lame longue 35 points. Et j'ai lame longue 35 points alors qu'il est en secondaire. Ce qui fait que j'ai quand même des caractéristiques qui, de par la répartition que j'ai faite, j'ai seulement une caractéristique qui a fait que le score il est à 35. Ce qui fait que mon niveau maximum que je pourrais atteindre sera très très bon. Un truc que je n'ai pas mentionné, c'est que par exemple, ils ont voulu compenser le système de progression en faisant en sorte que quand tu vas en prison, tu perds des points de compétence. Sauf qu'on est dans un jeu où tu peux recharger à tout moment. Donc ça n'a servi à rien. Et pas mal de trucs sont tombés comme c'était la catégorie combat, comme j'avais déjà certains bonus, ah ben du coup, ils me les ont mis à là. C'est-à-dire que si par exemple à un moment donné, je veux monter l'armurerie, je sais que ça n'aura aucune conséquence sur ma progression. L'armurerie, c'est un truc que je vais monter passivement sans aucun problème. Je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas de sort. On est bon. Voilà. Voilà. Bon. Allez, on va faire ça solennel. Sur ordre de l'Empereur Uriel Septime 7, la personne dont l'identité suit est à libérer sur l'île de Vardenfell dans la province de Morrowind. Ginji, Rougegarde, Roublard, signé Sorcus Segal, agent du bureau du taxe et du recensement de Seydanine, le 16 du mois de Vif Azur, de la 3e ère en 427. Bon, là, on va rentrer dans la partie gameplay.
Donc voilà, vous voyez ce que je voulais dire par la rotation des hanches, c'est de ça que je parlais. Ça ne fonctionnait pas comme ça avant. Vous slidez. Alors, voici la première astuce que je vous donne. Vous voyez ça là? Il y a cette assiette en chaud. Il va essayer de m'attraper, voilà. En gros, ce que j'ai fait est considéré comme du vol. On est au début du jeu, cette assiette-là, elle vaut cher. Je l'ai rattrapée. Ah, il m'a pas donné le texte, il m'a pas donné Ok, allez, c'est parti. Et du coup, on a déjà un objet très très riche. Alors, je vais vous dire un truc. Tout ce que vous allez voir ici, vous allez le choper. Sauf la torche, hein, faut pas déconner non plus. Il y a des ingrédients, vous les prenez. Si vous avez pris alchimie, vous allez pouvoir voir les effets. Ensuite, si vous voulez monter l'alchimie, alors que vous êtes nul en alchimie ou vous avez dans les talents divers, vous pouvez. Voilà, il faut le savoir. C'est-à-dire que, par exemple, je vous montre, il est où l'alchimie? L'alchimie est là. En fait, il y a une différence entre savoir si le truc a des effets ou s'il a véritablement des effets. Je peux prendre un mortier pilon, regarder les effets, et puis comme je ne connais pas les effets, eh ben, il y aura des points d'interrogation de partout, même sur les potions, hein. C'est pour ça qu'il faut monter l'alchimie vite. Vous voyez ce que je veux dire par là? Vous allez devoir monter l'alchimie, et je vous dirais que l'alchimie vous donne des multiplicateurs d'intelligence, donc méfiez-vous quand même. Vous voyez, par exemple, le flin, c'est une boisson qui monte la force et la volonté, sans aucune contrepartie. Cette boisson va être votre meilleur ami si vous avez des problèmes de poids portable. Je considère que quand vous quittez une ville, vous devez au moins en avoir 3. Les autres potions comme le Sujama, le Matse, le Griffe, ça booste la force, mais en échange, ça te sape la volonté et l'intelligence. Donc si vous voulez revenir en ville alors que votre sac est rempli, ne buvez jamais du Matse, du Sujama et du Shane. Enfin, du Griffe. Le Shane, c'est celui qui monte l'endurance. Voilà. Là, on a le crochet. Tout ça, c'est pour nous. Alors, un truc que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez décider que le bureau de taxe et de recensement, c'est votre QG. Vous pouvez vous mettre là. Les gars ne vont jamais se déplacer. Il y a un lit là. Alors, ils ont appelé ça l'auberge d'Harry, l'endroit où on va. Mais c'est pas vraiment une auberge puisque tu n'as pas le droit de rester. Il n'a pas le droit de rester. Il a juste l'autorisation pour vendre des trucs. Donc là, on a accès au menu magie. Et là, je vais commencer à faire de l'agencement en fonction de ce que j'ai. Donc, alors, je vais faire ça. Voilà. Je vais mettre ça ici. Oups. Je mets ça ici. Alors, ils ont magnétisé la fenêtre. Je trouve ça intéressant. Comme je suis un lanceur, cette disposition-là, c'est moi qui l'a fait pour moi. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Et je vous dirais même, si vous êtes mage, je vous déconseille de le faire comme ça. En gros, ce que je fais, c'est que je réduis la fenêtre. Voilà. Je peux même descendre ça comme ça. Si j'en ai envie, mais c'est juste que j'aime pas. Je préfère que ça prenne pas trop d'espace. Et en gros, en faisant ça comme ça, je pose ça là. Je vais juste mettre ça ici. Mettre ça ici. Toujours avoir un regard sur ton sur ton statut, sur les différents éléments.
Mais vous voyez par exemple ici, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que tout soit accessible. Ah, on peut l'agrandir indéfiniment avec OpenMorrowind. Ok. Bah du coup, je vais garder ça comme ça. Je vais garder ça comme ça. Et par exemple, je peux appuyer sur on peut appuyer sur les menus en faisant ça, et ça les fait disparaître. La raison pour laquelle je vais très probablement mettre le truc comme ça. Attendez, ça... Ah ouais, ah, ils ont changé le truc. Avant, tu pouvais voir une partie de l'interface, donc il va falloir que je modifie ça. Donc, regardons ça. Par exemple, on est ici. Je fais ça. Je fais descendre. Ils ont mis des menus. Il y a des barres de recherche. Donc, je fais ça. Ouais, ce qui fait que... Ouais, j'ai compris pourquoi ils ont fait ça. Alors, l'ancien était mieux. Celui par défaut est mieux. Parce que là, ça pouvait écraser le truc. Mais là, ça met juste les caractéristiques. Je trouve ça dommage. Ça va demander une certaine gestion. Je vais essayer de faire en sorte que ça va... de ne pas trop traîner là-dessus. Je vais virer la fenêtre de statut. Je vais faire ça. Je vais l'agrandir. Toujours avoir un regard sur le perso. Je fais ça. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux faire ça comme ça. Et voilà. Je peux faire comme ça. Je fais descendre. Compliqué, hein. Je vais faire ça. Je peux pas le mettre là. Bon, ben tant pis. On va juste... Voilà. Et voilà. Désolé pour l'attente. De toutes les façons, on a presque fini la vidéo numéro 1. Je fais ça. Je regarde. Ce que je peux faire à la limite, c'est mettre le menu derrière comme ça. Ça, c'est les effets qui sont dépendants. Le truc, c'est que grâce à OpenMorrowind, je peux savoir combien de temps durent les effets quand je passe le curseur dessus. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vous montre ça. Quand vous appuyez ici, ça fait disparaître le symbole. Mais par contre, vous voyez, l'écran... Ça le garde à l'écran. Donc par exemple, si je décide de jouer avec tout le temps la fiche comme ça, je peux. Je vois pas d'intérêt de faire ça, mais tu peux. Voilà. Dernier essai. Ah mais bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé? Regardez. Ça a l'air condensé comme ça. Mais en échange, voilà. Ou à la limite, peut-être que je peux faire ça comme ça. Ouais, ça fait très alien, mais au moins, j'ai accès à mon menu sans trop me prendre la tête. Allez. Ah, ça fait trop bizarre. Et par contre, on sent les animations un peu à l'ancienne que pour drifter, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, il vous donne des missions. Il faut surtout pas quitter avant d'avoir parlé complètement au gars. Morrowind. On va faire le dialogue en bonne et due forme. D'abord, laissez-moi voir vos papiers d'identification. Merci. L'annonce de votre arrivée ne m'a été communiquée qu'hier. Je suis Célus Gravius,
mais mon histoire personnelle importe peu. Je suis ici pour vous accueillir en Morrowind. Je suis Céus Gravius, chevalier errant de la Légion impériale. Oui, vous êtes en Morrowind. J'ignore ce que vous faites ici ou pourquoi il a été décidé de vous libérer et de vous amener ici. Mais votre autorisation vient directement de l'empereur Uriel Septime VII et c'est tout ce dont j'ai besoin de savoir. Enfin, tout ce que j'ai besoin de savoir, excusez-moi. Lorsque vous quittez ce bureau, vous serez libre, mais je dois d'abord vous remettre des instructions concernant votre mission. Et elles émanent de l'empereur, alors ouvrez grand vos oreilles. Donc ça. Ce colis nous est parvenu avec la nouvelle nous annonçant votre arrivée. Vous devez apporter à Caius Cosades dans la ville de Balmora, excusez-moi. Ouais, ça fait déjà plus d'une heure. Rendez-vous au cercle du mur du sud et renseignez-vous à son sujet. On vous dira où le trouver. Servez-le comme vous serviriez l'empereur. J'ai également une lettre pour vous. Le paquet pour Caius Cosades, où le trouver et l'argent. Il y a le nombre de personnes qui sont parties et qui ont oublié de faire ça, il y en a plein. Voilà. Donc, Genji. Roublard. Et voilà. Et ça charge très très vite maintenant. Et voilà. On a fini pour aujourd'hui. C'était très très long. Mais j'ai expliqué le gros de ce que vous devez comprendre sur Morrowind. En tout cas, là, on était sur les dispositions du début. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout. Et surtout, si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à les mettre en description. Le prochain épisode sera aussi une phase de tuto, puisque le but, c'est vraiment de vous raconter comment ça se passe dans Morrowind. Déjà, en premier lieu, c'était l'initiation pour les caractéristiques, où les disposer, comment les faire, quelle est la combinaison à avoir. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire les premiers pas les plus classiques que n'importe quelle personne va être amenée à faire, les choses à éviter, et ça sera très très bien comme ça. Donc, je vous dis à tous, passez une bonne journée, bonne soirée, bon appétit, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça. Voilà, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous.